Cette question, y aura-t-il bientôt une guerre dans l'espace, nouveau terrain de chasse, de conflit pour la Russie? Vous allez le voir que cela n'a rien à voir avec de la science-fiction, c'est bien la réalité. Nombre de pays s'en inquiètent, tout comme nos autorités politiques mais militaires qui consacrent bon nombre de réunions au point de revoir notre stratégie, considérant que l'espace est aujourd'hui devenu, je cite, un enjeu crucial en cas de conflit. Hier, le chef du commandement spatial britannique, regardez, s'est déclaré très inquiet à la BBC. Des tentatives de brouillage et de pistage de leurs satellites par la Russie sont bien effectives. Le mois dernier, c'est au Space Defense and Security Summit, c'était à Paris, le général Jürgen Schroll du ministère allemand de la Défense affirmait qu'il était temps de se préparer à faire la guerre sur orbite. Le colonel Jean-Luc Lefebvre est avec nous et on l'en remercie, ancien colonel de l'armée de l'air et de l'espace. On va parler de cette réalité. Est-ce que vous êtes surpris d'abord, Michel Polaco, quand ce général allemand dit il est temps de se préparer à faire la guerre en orbite? Je ne suis pas du tout étonné parce que je me souviens de deux ministres de la guerre, de la défense puis de la guerre français qui ont dit qu'après un certain nombre d'incursions de satellites russes à proximité de satellites français, il avait été décidé de mettre en place un dispositif permettant justement aux Français de se prémunir contre ce genre de choses. Donc, la disposition et l'installation d'armes dans l'espace est totalement interdite depuis le traité de 1967. Mais deux, on a évidemment contourné ça en trouvant des moyens depuis la Terre ou depuis le ciel, avec des avions, de tirer des missiles sur des satellites pour les annihiler. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Américains l'ont fait, les Indiens l'ont fait, les Français se le sont interdits, mais nous en avons aussi la capacité. Et puis maintenant, on a compris que dans l'espace, sans y mettre des armes, on peut utiliser des satellites civils pour faire de l'espionnage, pour faire des prises de contrôle, pour faire du brouillage, voire pour détruire des satellites civils utiles, indispensables à l'économie. Donc voilà, on est à cette situation. Mais n'oubliez pas que les Russes sont avec les Américains dans la station orbitale internationale, que donc c'est quand même un petit peu difficile d'avoir un pied dans une botte militaire et l'autre pied dans une botte civile. Colonel Lefebvre, quand le chef du commandement spatial britannique dit hier à la BBC des tentatives de brouillage, de pistage de nos satellites par la Russie sont effectives, c'est-à-dire que Moscou aujourd'hui a décidé de traquer, de chasser les satellites britanniques, pourquoi pas français aussi? Alors d'abord, c'est pas nouveau, hein. Ça fait des décennies que les soviétiques puis les Russes sont donnés les capacités de brouiller des satellites. Et on a notamment dans nos programmes de satellites de télécommunications militaires français, Syracuse, mis en place des dispositifs pour s'affranchir de ces brouilleurs et être résistant à ces menaces-là. Ce qui est plus récent, c'est la capacité d'aller visiter des satellites, c'est-à-dire de développer des engins spatiaux capables de s'approcher d'un satellite et de, si vous voulez, l'espionner, voire de le neutraliser. Il ne faut pas oublier que pratiquement depuis le début de l'ère spatiale, on a utilisé les satellites en soutien des forces terrestres, d'abord pour les télécommunications, puis pour l'observation, puis pour la navigation, le GPS que tout le monde utilise, et au départ, une constellation militaire pour guider les avions américains et les missiles américains. Donc il faut bien faire la différence entre ce que l'on appelle la militarisation de l'espace qui existe depuis le début des activités spatiales, c'est-à-dire utiliser les moyens spatiaux en support des opérations dans les autres milieux, terre, air, mer, de ce qu'on appelle l'arsenalisation de l'espace. Et là, il s'agit de mettre en place dans l'espace des moyens offensifs qui pourraient viser des satellites ou aussi, depuis l'espace, viser la Terre. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a une revue militaire qui faisait état d'une possibilité pour les Russes de faire quelque chose
je ne vais pas dire en toute discrétion, mais sans qu'il soit directement désigné. C'est-à-dire de faire exploser une bombe nucléaire dans l'espace, pas sur un satellite, mais à côté, et qu'il y aurait une onde qui serait déclenchée et qui pourrait éradiquer, anéantir un certain nombre de satellites. Une induction électromagnétique. C'est ça comme ça que ça s'appelle ? Ça s'appelle l'IEM, l'induction électromagnétique, effectivement. Mais pour être très sincère, ce genre d'hypothèse a été surtout envisagé dans l'atmosphère, parce qu'on avait démontré, théoriquement bien sûr, qu'en faisant exploser une arme de très forte puissance en moyenne altitude sur la Manche, par exemple, on pouvait détruire tous les systèmes électriques européens. Enfin, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, etc. C'est-à-dire tous les réseaux EDF, tous ces trucs-là, on les faisait péter. En revanche, une arme nucléaire dans l'espace pour détruire des satellites, c'est utiliser un marteau pour tuer une souris. Ça n'a aucun intérêt. C'est très fragile, en fait, la trajectoire des satellites dans l'espace. Et alors, on peut les brouiller, on peut les choquer et quelque part les désorbiter. Enfin, on peut faire des tas de choses sans être obligé d'y mettre une arme nucléaire. Maintenant, n'oubliez pas une chose, 1983, le SDI, l'initiative de défense stratégique lancée par le président Reagan, c'est ça qui a détruit l'URSS, qui les a désespérés quand ils ont compris que la puissance américaine dans l'espace était gigantesque et qu'en plus on savait où étaient tous leurs sous-marins. On va écouter dans un instant le ministre allemand de la Défense, parce que l'Allemagne visiblement se sent très très concernée. Caroline, pourquoi Poutine décide aujourd'hui de mettre des moyens pour se lancer sur un autre terrain de guerre? Ça ne lui suffit pas, le terrestre, l'aérien ou le maritime? Alors, il y a toujours la stratégie de faire peur, évidemment, sur le sujet du nucléaire. Il faut voir les conséquences que ça aurait aussi pour la Russie, avec les conséquences pour une pollution encore supplémentaire des orbites, donc des conséquences sur leur réseau. Donc ça c'est pas logique. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé à Koursk quand les Américains, le renseignement militaire satellitaire est vraiment clé dans une guerre. Et donc on a vu ce qui s'est passé quand les Américains ont arrêté le renseignement satellite vis-à-vis des Ukrainiens et que les Russes sont remontés sur Koursk et ont repris Koursk. Aujourd'hui, vous avez les Anglais et les Français qui essayent de se développer au niveau du renseignement militaire de manière accélérée et des systèmes de communication et de navigation dans le cadre d'une guerre européenne où on a besoin d'aider à ce niveau-là l'Ukraine et on a besoin aussi de s'entraider. La France de se protéger. a un même système... pas qu'une question d'aide, si j'ai bien compris. Il suffit aussi de se protéger et éventuellement pouvoir se défendre. La France a un système de surveillance de l'orbite basse aussi, et puis elle doit se développer sur le sujet du système satellitaire militaire pour augmenter sa puissance. Alors, vous allez voir, je vous parlais de l'Allemagne, fer de lance de l'Europe, qui a décidé de se réarmer. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est la cible, comme nous, la France, aujourd'hui, des attaques multiples de la Russie. Le ministre allemand de la Défense a prévu 35 milliards d'euros d'ici 2030. C'est demain, 2030, à investir dans le spatial militaire. Écoutez-le sur les menaces qu'il pèse sur nous. La Russie et la Chine ont considérablement développé leur capacité de guerre spatiale au cours des dernières années. Elles peuvent perturber, aveugler, manipuler ou détruire cinétiquement des satellites. Dans l'espace, il n'y a pas de frontières ni de continent. La Russie et la Chine sont nos voisins directs. Pour être clair, le comportement de la Russie, notamment dans l'espace, constitue une menace fondamentale pour nous tous. Une menace que nous ne pouvons plus ignorer. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Oui, parce que la guerre dans l'espace, c'est avant tout la guerre sur Terre, vous l'avez dit, c'est les communications, c'est le renseignement, c'est la prévention d'attaques. Donc en fait, cette guerre dans l'espace, elle se joue déjà sur Terre. On le voit évidemment avec les renseignements américains. Les renseignements russes sont aussi assez précis. Donc on voit tout ce qui se passe sur Terre de l'espace. Donc c'est capital. C'est 35 milliards investis sur 5 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais deux choses à retenir. D'abord, l'espace, ça coûte très cher en développement. Deux, il y a un certain retard, effectivement, en matière
matière d'investissement spatial militaire en Europe. Alors, on a des grandes capacités, la capacité d'envoyer des satellites dans l'espace, la capacité dans le civil d'avoir des réseaux qui soient assez efficaces, concurrents de GPS notamment, et peut-être un peu plus précis, c'est Galileo, je crois. Ouais. Mais on a un retard important à combler, ça c'est important. Et surtout, effectivement, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être préparées par les Chinois, par les Russes, pour déstabiliser un peu cette infrastructure qui permet aux armées de faire la guerre dans le monde. On évoquait tout à l'heure ensemble, pendant la publicité, ce satellite chinois avec ce bras qui est capable de désorbiter, ou en tout cas de faire sortir de leur orbite les autres satellites. Normalement, en plus, ça c'est que normalement, il a été créé sous votre contrôle pour pouvoir réparer, c'est une sorte de satellite garage ou garagiste, réparer les satellites amis. Mais les Chinois le disent pas comme ça, mais ce satellite peut totalement perturber. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un satellite ennemi, le faire changer de trajectoire, et dans ce cas-là, toutes les technologies civiles peuvent être utilisées dans le monde militaire. Enfin, souvenez-vous, il y a encore quelques mois, les Russes, par exemple, qui se faisaient piéger par des simples applis de rencontre sur le front. Voilà, ils allaient à des rendez-vous et on sait ce qui leur arrivait après. Donc, tout ça, ça existe vraiment. Les Russes aussi ont développé des satellites qui sont capables d'embarquer avec eux d'autres satellites pour aller perturber les constellations. Donc tout ça, il faut s'en inquiéter rapidement, parce que les États-Unis, évidemment, ne nous attendent pas. Alors, ce sont nos alliés aujourd'hui, mais personne ne sait... Ce sont plus les mêmes. Exactement. Quelles sont les relations entre l'Europe et les États-Unis dans 5 ou 10 ans? On a raison de s'inquiéter. Et quand je dis on, c'est-à-dire qu'on est beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut mettre les Allemands, on peut mettre les Britanniques, à peu près tous les pays aujourd'hui qui défendent l'Ukraine. On a raison de prendre l'espace pour ce qu'il est, c'est-à-dire un enjeu stratégique, pour faire face aux différentes menaces qui ont été rappelées, mais aussi plus largement. L'espace, c'est aussi une manière pour toutes les puissances dont on a parlé de s'affirmer dans le siècle. Il y a une reconfiguration de la géopolitique mondiale et tous les acteurs qu'on a cités, de la Russie jusqu'aux Chinois, en passant par les Européens, l'espace, c'est une manière d'affirmer sa place dans le nouveau jeu des puissances. Pour les Russes, il faut rappeler que l'Union soviétique, c'était une grande puissance. Ce qui se passe sur le terrain se passe également de la même façon en orbite. Dans l'idéal, il y aurait un prolongement, effectivement, de la confrontation des puissances à l'échelle spatiale, sachant que le coût d'entrée est très très cher. Il y a le coût à la fois financier, mais aussi technologique. Il faut avoir les moyens technologiques de jouer à ce jeu-là. Et donc, cet enjeu-là, il se pose en des termes différents selon les acteurs. Pour les Russes, rappelez-vous, l'enjeu pour Vladimir Poutine, c'est remettre la Russie au cœur, avec ce souvenir de l'URSS. Et donc, l'URSS, c'était une grande puissance spatiale. Il y a cet enjeu de se réaffirmer en tant que tel. Pour les Chinois, il y a la confrontation avec les États-Unis. Les États-Unis restent la première puissance mondiale en général, mais aussi la première puissance spatiale. Et donc, être en capacité de jouer la carte de la concurrence, de la confrontation avec les États-Unis, participe de cette compétition-là. Alors, pour les Européens, pour terminer, il y a l'enjeu de l'autonomie. Il y a l'enjeu de l'autonomie stratégique qui n'est toujours pas relevé à l'échelle spatiale. Alors, on ne le voit pas sur l'antenne, mais il est toujours avec nous, le colonel Lefebvre. Merci, je sais que vous voulez intervenir. Dites-nous. Oui, alors moi, je voudrais revenir quand même sur la menace du président Poutine. N'oublions pas que c'est la stratégie du président Poutine, de faire peur en agitant la menace nucléaire, en agitant la menace au-dessus, dans les mers, sous les mers, sur Terre, etc., avec les différents moyens. Moi, je voudrais dire que la menace spatiale, c'est tout aussi délicat à agiter que la menace nucléaire. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi. Si vous envisagez de détruire des satellites physiquement, ça génère des milliers de débris qui vont à leur tour détruire d'autres satellites et rendront toutes des zones d'orbite totalement inutilisables. Donc c'est une stratégie qui est celle de l'arroseur arrosé, si vous voulez. Deuxièmement, si vous envisagez de perturber les satellites en faisant exploser une bombe nucléaire dans l'espace, comme ça a été évoqué, là c'est la même chose. Tous les satellites de toutes les nationalités seront affectés par les rayonnements et seront détériorés.
Donc, je pense qu'aucune puissance utilisant les moyens spatiaux n'a intérêt à porter la guerre dans l'espace. Alors, on peut faire des petites actions ponctuelles sur un satellite ou sur un autre, mais une guerre dans l'espace de grande envergure serait défavorable pour tous les utilisateurs de l'espace. Alors, collègue, j'avais juste une petite question et je vais vous la poser après, cher Michel. Est-ce que c'est un acte de guerre si on détruit un satellite d'une autre puissance? Est-ce que, au même titre que détruire un appareil, que détruire un char, que détruire un sous-marin, est-ce que c'est un acte de guerre? Est-ce que si les Russes décident de détruire un de nos satellites, ou un satellite britannique ou américain, c'est considéré comme un acte de guerre? Ah, moi, je dirais oui. Sans aucun doute. C'est comme détruire un bateau en pleine mer. C'est un acte de guerre en soi, bien sûr. Michel? Tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on est obligé de riposter, on rentre dans une logique militaire. Vous avez vu qu'on riposte avec modération, qu'on étudie les situations. Parce que, non, pas bien sûr mollement, mais évidemment, c'est un acte de guerre. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'un pays comme la France, par exemple, s'interdit d'aller détruire des satellites dans l'espace, mais qu'en même temps, on va lancer cette année un satellite qui s'appelle Yoda, qui appartient à un système qui s'appelle Ares, qui est un système qui est destiné à faire de l'observation, de la détection et éventuellement de l'action, et on dit de la résilience par rapport à nos satellites dans l'espace. Ça veut dire que quand même, on se prémunit. Puis deuxièmement, si vraiment... En plus de l'espionnage de nos satellites, qui s'est déjà produit, vous en avez entendu parler, un de nos satellites devait être détruit, nous pourrions en représailles détruire un satellite. Mais comme le dit le colonel Lefebvre, quand les Russes ou les Américains ou les Chinois ou les Indiens ont provoqué des destructions de satellites dans l'espace à partir de missiles, ils ont provoqué à chaque fois entre 1500 et 5000 débris spatiaux qui pourrissent l'orbite. Et c'est l'orbite basse où il y a tout. Il y a les satellites de tous les pays. Donc on ne peut pas vraiment jouer à ce genre de jeu. Je ne crois pas qu'on peut nous en détruire un, on peut nous le détourner, nous le brouiller, etc. Et à ce jeu-là, c'est-à-dire un jeu intermédiaire, on peut faire la même chose. On reste ensemble, mes amis. On va parler de ce Vladimir Poutine qui s'adresse à vous, à nous, aux Européens, bien évidemment. Les messages, vous allez voir, sont assez clairs. Brandon Warrett nous a rejoint. Après les satellites, on va parler des drones. Ils pourrissent notre environnement depuis quelques jours, notre espace aérien européen. Pour l'instant, on est épargné. Tiens, on se posera la question juste après, Brandon. Pourquoi nous sommes encore épargnés? Beaucoup d'informations, mon cher Brandon, sur qui envoie ces drones, comment ils nous arrivent, jusqu'à hier encore, en Allemagne, où les aéroports sont régulièrement pris pour cible. Oui, effectivement, Christophe, et une enquête qui est en cours des autorités danoises, notamment après le survol répété de son espace aérien, pour faire notamment une comparaison entre cette flotte fantôme russe et ces drones, parce qu'en plus de contourner les sanctions internationales, on nous dit du côté des autorités danoises que cette flotte fantôme russe servirait de rampe de lancement pour envoyer des drones et donc survoler les espaces aériens ennemis. Il faut quand même rappeler ce qui est beaucoup relayé en ce moment dans la presse danoise, ce Alexander Chabalin, ce navire militaire russe qui aurait été retrouvé donc proche des côtes danoises au moment des survols répétés mis jusqu'à fin septembre. Alors, du côté de Copenhague, on enquête sur 2 navires qui serviraient de rampe de lancement, à commencer par l'Oslo Carrier 3, c'est pavillon portugais, mais avec un équipage russe. Mais c'est surtout celui-ci qui est dans le viseur des enquêteurs danois, donc notamment l'Astrol 1, sous pavillon russe. Regardez, nous sommes le 22 septembre dernier. Vous avez ce navire qui serait passé donc par le détroit d'Øresund et qui se serait approché des côtes danoises à seulement 50 km de l'aéroport de Copenhague, le 22 septembre, le jour où le trafic aérien danois a été bloqué donc durant plusieurs heures. Un navire, vous le voyez, qui a une surface assez plate et longue et qui pourrait donc potentiellement servir de rampe de lancement. Un modèle qui ressemble à un autre navire qui est dans le viseur des enquêteurs allemands. Il a été intercepté le 7 septembre dernier. Et là aussi, du côté de l'Allemagne, on fait un lien entre la flotte fantôme russe et la violation d'espace aérien. Et puis, vous le voyez, c'était le week-end dernier, on en parlait à la même heure sur LCI, la violation de l'espace aérien allemand proche de la frontière avec le Danemark. Là encore,
du côté des autorités, ont fait un lien avec la flotte fantôme russe. Alors, il y a aussi des drones qui pourraient, Brandon, nous arriver en pièces détachées. Oui, effectivement. Alors justement, quel mode d'acheminement? Il y a les airs, mais là, on parle plutôt de la route. Selon les autorités polonaises et lituaniennes, en pièces détachées, vous l'avez dit, tout ça dissimulé à l'intérieur de boîtes de conserve. Vous avez la direction du renseignement militaire russe qui recruterait des coursiers directement depuis Telegram. Alors on parle à la fois de ces drones en pièces détachées, mais aussi des explosifs en pièces détachées, toujours avec un recrutement sur Telegram et avec des coursiers, et dans des boîtes de conserve, les autorités lituaniennes qui parlent d'une chose, on a retrouvé des engins donc explosifs en pièces détachées dans des boîtes de conserve à l'intérieur du cimetière de Kaunas en Lituanie.